Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommandeur. Aujourd'hui, rediff de live sur laquelle j'ai fait ma tier list des terrains de fixing pour le format. C'est une prise de tête pour beaucoup de monde de faire ces mana base et je vous propose aujourd'hui cette tier list afin de vous aider à vous orienter pour les réaliser. Et je vous proposerai aussi en description directement un fichier texte sur lequel vous pourriez copier-coller des mana base déjà prêtes pour vos decks 2 et 3 couleurs. Alors du coup, on y va tout de suite. Je les ai un petit peu pré-triés pour gagner du temps. On va les expliquer chacune une par une. Les terrains sont positionnés en bas hein, par cycle. Je ne vais pas classer les 10 terrains de chaque cycle de terrain, ça n'a aucun sens. Donc, en premier, Volcanic Island. Ce sont les bilans de base, alpha et bêta, qui ont deux types de terrains de base qui arrivent en jeu dégagé, qui produisent 2 couleurs de mana. Ce sont des terrains, si vous les avez, que vous pouvez jouer dans tous les decks. Ils sont vraiment très très bons, je crois qu'il n'y a pas besoin de le détailler beaucoup plus. Ils sont trouvables avec les Fetchland qu'on verra tout à l'heure. Ils coûtent juste très 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 cher, donc ils vont aller dans tous les decks possibles. Petit peut-être récap d'ailleurs des catégories que j'ai faites. Donc en premier, les terrains qui iront dans tous les decks, peu importe le nombre de couleurs, enfin à partir de 2. Les terrains qui n'iront que dans les 2 et 3 couleurs, mais qu'on enlèvera quand on aura 4 ou 5 couleurs. Ensuite, en catégorie suivante, ceux qui ont 4 couleurs, en fait, ce sera les terrains que je mettrai en rang S, surtout, JD. Le reste, ce sera plutôt 2 et 3 couleurs, c'est les lands qui seront là. Les terrains en B, ce sera uniquement ceux qu'on joue en 2 couleurs et que je cut à partir de 3 couleurs parce qu'ils ne deviennent pas assez bons. En C, ce sera les terrains qu'on utilise pour des stratégies spécifiques et je reviendrai dessus tout à l'heure. Et puis D et F, c'est vraiment les terrains que je n'utilise moi jamais, qui sont là pour du budget ou si vraiment vous n'avez pas le choix. Mais c'est des cartes que je trouve assez mauvaises pour faire les bases de mana en commandeur. Donc les terrains, les bilans d'alpha bêta, moi je les utilise pas parce que j'en ai pas et qui sont beaucoup trop chers. Mais si j'en avais, ils seraient dans tous les decks. La Command Tower, c'est le terrain qui coûte moins de 5 centimes, qui produit vos couleurs, qui arrive dégagé. C'est vraiment un des meilleurs terrains possibles pour le format. Il n'est pas fait de chape, mais jouez-le dans tous vos decks. C'est vraiment un slot gratuit. J'en profite peut-être pour dire que moi je me donne une importance vraiment particulière au fait d'avoir des terrains qui arrivent dégagés en jeu. Il y a un temps où je jouais beaucoup de terrains qui arrivaient des tapes, engagés plutôt, tapes, et c'est une perte de tempo assez importante. On perd souvent un tour, puis quand on enchaîne les terrains engagés, en fait on se met en retard par rapport aux adversaires, ça ralentit notre curve de mana, ça ralentit nos sorties, ça ralentit tout ce qu'on veut faire, et donc je joue vraiment de moins en moins de terrains qui arrivent engagés, voire si je peux, plus du tout. Donc la Command Tower et ces bilans-là sont vraiment excellents pour ça. Avec la Command Tower, 2 terrains que je joue tout le temps qui sont un peu chers, mais qui sont quand même plus accessibles que les bilans, c'est la City of Brass et la Mana Confluence, je vais les mettre ensemble. Ce sont 2 terrains qui s'engagent en payant un point de vie et qui produisent n'importe quelle couleur, qui arrivent en jeu dégagé. C'est la triade vraiment de 3 terrains que je rentre dans tous mes decks, parce que le coût en point de vie est assez peu impactant vu qu'on ne les aura pas à toutes les parties. Mais la qualité du fixing de couleurs qu'ils nous proposent est vraiment bonne. Ensuite, on a donc le cycle des nouveaux terrains Kamigawa légendaires, les Channel Land. Alors je les ai pas mis les 5 parce que pour moi ils sont tous jouables à peu près au même niveau. Et je les mets aussi en S. Dans tous les decks, parce que ce sont des terrains qui arrivent dégagés, qui font du coloré, et qui ont une capacité activée depuis la main qui les rendent utilisables même en fin de partie. Boseiju, c'est évidemment le meilleur de tous, qui détruit un artefact ou un enchantement ou un terrain non base, pour pas cher du tout, mais ils sont tous très bons. Il y a certains decks 5, 4 couleurs dans lesquels je joue pas les 5, parce que ça prend trop de place, ils ont pas de type de terrain de base, et quand j'ai vraiment besoin de fixer mes couleurs, c'est un peu compliqué d'imaginer jouer les 5. Souvent, je vais jouer ceux que j'estime les meilleurs, Boseiju,
Takenuma, qui est quand même très très bon aussi, Otawara, et puis le blanc et le rouge, et Ganjo et Sokenzan, ont tendance à disparaître. Mais globalement, vous en verrez toujours un ou deux dans mes listes, et dans le fichier texte que je vous propose en 2 et 3 couleurs, ils y sont tous à chaque fois. C'est des terrains qui sont des sorts, enfin c'est vraiment des super cartes qui sont jamais mortes en late game, faut vraiment les jouer. Ensuite, Prismatic Vista. Alors Prismatic Vista, c'est un petit peu particulier. C'est un fetchland, donc les fetchlands, c'est les lands qu'on engage, on sacrifie en payant un point de vie pour aller chercher un autre terrain dans notre deck. Prismatic Vista, il va chercher uniquement un terrain de base. Donc Prismatic Vista, en fait, c'est un bon terrain de fixing, mais je ne le joue que en 2 et 3 couleurs, parce que souvent, au-delà de 3 couleurs, donc en 4 et en 5 couleurs, j'ai vraiment de moins en moins de terrains de base dans mes listes. En général, des fois, un de chaque, parfois deux, de certaines couleurs. Et du coup, il n'y en a pas assez pour rentabiliser la Prismatic Vista. Surtout que si elle rentre dans le deck, eh ben, elle va se retrouver à prendre une place d'un autre terrain de base. C'est un peu le désavantage de jouer beaucoup de terrains non basiques, c'est que certains terrains comme Prismatic Vista sont moins bons. Le gros avantage de Prismatic Vista, c'est qu'en 2 et 3 couleurs, ça représente virtuellement n'importe quelle couleur de votre deck, donc c'est toujours intéressant. Ouais, je sais, JD, je joue pas en... Alors, je joue un peu en CEDH, mais là, c'est plutôt pour les mana base un peu de base, pour le format plus casu, en fait. Même si, évidemment, là, on est sur des mana base assez opti, hein, des landes qui coûtent cher. Moi, je proxy beaucoup, donc ça me pose pas trop de soucis. Mais je proxy que les cartes que j'ai, donc je joue pas les bilandes. Mais évidemment, en CEDH, Prismatic Vista, elle peut rentrer beaucoup plus facilement, même si on a que 2 ou 3 basiques dans le deck. Après, c'est un terrain qui produit pas 2 couleurs, celui qu'on va chercher. C'est le moins intéressant des fetch. Mais par contre, c'est un terrain qui est très bon, et je le slam tout de suite en 2-3 couleurs, sauf dans des decks où je joue très très peu de basiques, ça peut arriver. Et évidemment, je le joue en 5 couleurs, en 4 couleurs, si j'ai des stratégies landfall, si j'ai des stratégies qui jouent des terrains depuis le cimetière, etc. Mais dans mes... Enfin, j'ai pas beaucoup de decks CEDH, j'en ai un monocolore, donc dans lequel Prismatic Vista est là pour épurer un peu la liste, mais c'est pas vraiment le plus intéressant. Et après, j'en ai un avec plus de couleurs, ou dans lequel Prismatic Vista et tous les fetch sont là. Mais tu verras, on aura la même discussion pour les fetchlands un peu plus tard. Là, je les vois pas, mais ils vont pas tarder. Pour lesquels je joue et lesquels je ne joue pas. Donc Prismatic Vista, pour les decks 2 et 3 couleurs, ça rentre à peu près tout le temps. Ensuite, ce sont les terrains de Jumpstart, Thriving Moor, etc. Ils arrivent engagés, ils produisent une couleur et une autre de votre choix. Ce sont des terrains ultra budget qui coûtent vraiment rien, mais ils arrivent engagés tout le temps. Ils sont bien, hein, si vous n'avez pas de quoi payer des terrains plus chers. On peut les mettre en budget seulement ou en ultra budget, peu importe. En tout cas, c'est des terrains que je joue pas du tout. Voilà. Enfin, en PDH, par contre, oui, effectivement, très bonne remarque, ils sont vraiment excellents. En PDH, c'est des communes, donc le PDH, c'est le Pauper EDH. Peut-être que je ferai une vidéo pour vous expliquer le format un peu plus tard. En tout cas, ils sont très très bons, parce qu'ils permettent de fixe, surtout quand on a plus de 2 couleurs, ils sont vraiment très très bien. Ensuite, Canyon Slough. Alors ça, ce sont les terrains d'Amonkhet, il n'y a que la moitié du cycle, avec les couleurs alliées. Ce sont des terrains qui ont 2 types de terrains de base, qui se recyclent pour 2, et par contre qui arrivent toujours engagés. Ces terrains-là, pour moi, ils sont mauvais, ou peut-être en stratégie spécifique si on se sert du recyclage. Alors, ils sont fetchables, on peut les trouver avec les fetch, parce qu'ils ont des types de terrains de base, mais le fait qu'ils arrivent en jeu engagés tout le temps, pour moi, c'est vraiment rédhibitoire. Vous pouvez les jouer, hein, y a pas de souci particulier à ça. Moi, je les aime pas, donc c'est pour ça que je les mets assez bas dans ma liste. Et je n'en achète pas, je ne les joue pas. Le seul que je joue, c'est dans mon deck Gavi, parce qu'il a le recyclage et que c'est important d'avoir beaucoup de cartes qui se recyclent. Mais sinon, ces terrains, je ne les considère pas, je ne les joue pas.
Vient ensuite le fameux Exotic Orchard, qui arrive dégagé, qui produit un terrain qu'un adversaire pourrait produire. C'est un peu l'opposé de la Common Tower. Alors, Exotic Orchard, c'est ultra budget, c'est sûr, mais moi je le mets en stratégie spécifique. C'est un terrain que j'aime bien jouer dans les decks qui vont voler des permanents adverses. J'ai notamment un deck Tibalt qui va jouer avec les cartes de l'adversaire, mais il y en a d'autres. Et en fait, ce terrain permet d'activer les capacités activées qu'il pourrait y avoir sur les permanents ou les cartes de vos adversaires, en produisant leurs couleurs. Donc c'est toujours intéressant de l'avoir. Si vous jouez 3, 4, 5 couleurs, souvent ça produira beaucoup de couleurs aussi, et vous pourrez le rentrer facilement dans des decks 5 couleurs si vous avez besoin de terrain budget. Mais je le joue pas partout, mais j'aime bien en avoir un dans certains decks. Ensuite, ce sont je crois, les Bondland, qui viennent de Battle Bond, et puis qui ont eu la fin du cycle dans Commander Legends, qui produisent 2 couleurs, qui arrivent en jeu dégagé si on a 2 adversaires au minimum, donc hormis en fin de partie où on se retrouve en 1v1, ils arriveront toujours dégagés, ce qui est un très très gros avantage, mais ils n'ont pas de type de terrain de base, donc ils se fetchent pas. Ces terrains-là, ils rentrent pour moi dans tous les decks 2 et 3 couleurs. Au-delà, c'est beaucoup plus important d'avoir des terrains qui seront sensibles au fetchland pour avoir notre fixing plus facilement. Donc il n'y a plus de place pour rentrer ces terrains-là qui sont quand même excellents. Ensuite, nous avons les premiers terrains tricolores. Alors c'est le vieux cycle de terrains tricolores qui arrivent toujours engagés, qui produisent 3 couleurs, qui n'ont pas de type de terrain de base. Je les aime bien, on n'a pas beaucoup de terrains qui font 3 couleurs. J'ai tendance, même si on va bientôt avoir tous les triomes, à les jouer dans tous mes decks tricolores. Uniquement, pas au-dessus. Parce que pareil que pour Sea of Cloud, le fait qu'il soit pas fetchable, c'est vraiment rédhibitoire pour tout ce qui est 4 et 5 couleurs. Mais en 3 couleurs, ils sont très bien, vous n'en aurez qu'un seul, ce qui est acceptable comme terrain engagé. Jouez-les, c'est des espèces de command tower pour vos decks, mais qui arrivent engagés. Les temples, on en a quand même beaucoup, hein, des terrains de fixing dans le format, et du coup c'est quand même intéressant de se dire que tous ne peuvent plus rentrer dans les decks. Alors les temples, ils arrivent en jeu engagé, et ils scry 1 quand ils arrivent en jeu. C'est des terrains qui arrivent tout le temps tap, compatibles de terrain de base, je les aime pas du tout. Ils sont mauvais, ou ils sont en budget, parce que maintenant ils valent plus grand chose. Ouais, moi aussi j'aime bien les Triland, hein. Ils sont encore très bien, c'est un bon complément au Triome. Les Battleland, alors ça m'arrive très rarement d'en jouer dans mes decks 4 et 5 couleurs, mais en fait, quand on joue des fetch plus les Triomes, et surtout on va avoir les nouveaux Triomes qui arrivent là avec Street of Capenna, ils ont été spoilés déjà, ce qui veut dire qu'on aura 10 Triomes accessibles. Du coup, en 4 et 5 couleurs, on va avoir beaucoup de slots qui vont se remplir avec les trios, mais je suis pas sûr d'avoir encore de la place pour les Battleland. Après, le S, A, B, C, D, E, F est pas vraiment représentatif, c'est surtout là où je les joue qui est important. Et ça reste un avis très personnel, hein, c'est pas du tout une liste absolue et véridique. Moi, c'est juste les listes avec lesquelles j'ai l'impression que mes decks tournent le mieux, et au moins je me prends pas la tête, je fais mon copier-coller, sauf pour les decks très spécifiques. Voilà. Mais en même temps, 4 couleurs et 5 couleurs, ça représente pas la majorité des decks. Effectivement, ils arrivent des tables, donc si on joue un 4 couleurs ou un 5 couleurs où on a une grosse dominance, par exemple bleu, blanc, verte, et ben on jouera peut-être les trois bilans qui vont dans ce sens-là et pas les autres. Il y a plein de petites micro-adaptations comme ça. Là, l'idée, c'est de présenter un peu plus un truc un peu généraliste et global, pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de se poser la question et de réfléchir à ce qu'ils veulent jouer dans leur mana base. Mais évidemment, tout le monde est libre de jouer ses mana base comme ils veulent. Moi, j'ai aussi un biais, c'est que j'ai tendance à jouer quand même assez peu de terrain dans mes decks par rapport à d'autres. Je joue beaucoup de MDFC, qui sont les cartes sorts qui arrivent engagées en terrain de l'autre côté. Souvent, je joue entre 30 et 33 terrains dans mes decks, donc les places sont vite chères. Ensuite, c'est les guild gates et apparentés, j'ai pas tout mis, il y a ceux qui font gagner un point de vie, il y a ceux qui sont pas des gates. Bon, globalement, les guild gates, elles sont en stratégie spécifique, mais tous les apparentés, ils sont ultra budget, ce sont des terrains
basiques qu'on ne joue pas, sauf si on n'a vraiment pas les moyens. Ils sont légaux en pauper. Il y en a au moins 3 cycles complets. Donc vous pouvez faire une mana base très solide de bilan engagé. Encore une fois, là, l'idée, c'est pas de jouer des terrains tapes. Les Shocklands. Alors, les Shocklands, ce sont les bilans de base. Seulement, ils arrivent engagés, sauf si vous payez 2 points de vie. Ils sont excellents. Ils sont aussi bons que les bilans de base. Les 2 points de vie sont souvent négligeables, surtout que si vous n'avez rien à faire de votre mana, vous pouvez très bien les faire arriver en jeu engagé à votre convenance. Je les joue dans tous les decks, partout, tout le temps. Ils sont sensibles au fetch. Ils sont vraiment excellents. Les triomes. Les triomes, même chose. Les triomes, ils sont excellents. Et on va bientôt, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, avoir... là, on en a 5 d'Ikoria, et on en aura bientôt 5 de plus dans quelques mois. Ils font 3 couleurs, ils sont fetchables, ce qui est vraiment impressionnant, parce qu'ils se font toucher par quasiment tous les fetchs du jeu avec leurs 3 types. Ils arrivent engagés tout le temps, et c'est vraiment les seuls terrains que je considère engagés pour la case du haut. En plus, ils peuvent se recycler, mais ça c'est vraiment assez peu pertinent. Je pense que ça vaut le coup de monter à 6-7 triomes facilement dans des jeux 5 couleurs. Les 10, c'est un peu beaucoup, peut-être. Il faut sûrement se focaliser sur lesquels sont les plus importants. Parce que 10 terrains engagés, ça fait quand même beaucoup. Mais pour fixer son mana, ils sont vraiment exceptionnels. À quand les Trilands sans défaut? Ah, ça fera peut-être un peu beaucoup, hein. Des Volcanic Island, mais avec un type en plus. Puis le prix de la carte serait indécent. Ensuite, on a beaucoup de terrains qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Hein. Les Passways. Les Passways, ils arrivent soit d'un côté pour faire une couleur, soit de l'autre pour faire une autre couleur. Ce sera nos premiers terrains que je joue qu'en deck bicolore. Ils sont très bien en bicolore, hein. Ils font l'une ou l'autre de nos couleurs. Ils arrivent tout le temps dégagés. On choisit en fonction de notre main et du moment. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Au-dessus de 2 couleurs, ils sont moins bons. Parce qu'ils font qu'une seule couleur à terme. Donc une fois qu'on a choisi, c'est quand même difficile de revenir en arrière. Et donc c'est pas des bons terrains de fixing, c'est plus des terrains d'adaptation qui sont assez bons. J'ai mis ceux-là à part, ce sont les neigeux avec 2 types de terrains de base. Ceux-là, ils sont bien meilleurs que leurs homologues en dessous, hein, parce qu'ils ont des types de terrains de base, donc ils sont fetchables. Donc si vous jouez avec des fetch, mais un budget à côté, alors c'est un peu bizarre, parce que les fetch sont quand même partie des terrains les plus chers, mais on sait jamais, ces terrains sont pas mauvais. Et surtout si vous jouez Snow, parce que ce sont les seuls terrains neigeux, en plus des basiques, qui sont fetchables. Donc ils sont vraiment bien à leur place là en stratégie spécifique. Les terrains qui suivent, ce sont les Fast Land, qui arrivent dégagés uniquement si vous avez 2 ou moins d'autres terrains. Donc ils arrivent dégagés que en tout début de partie. Du coup, ces terrains-là, moi je les trouve très mauvais. Autant ils peuvent être très bons dans les formats construits 60 cartes, autant en EDH, la majorité du temps, ils arriveront après le tour 2 ou après le tour 3. Donc ils arriveront engagés. Donc ils sont mauvais, c'est pour ça que j'ai mis mauvais, hein. Il n'y a pas que le budget, parce que je crois qu'ils coûtent cher à cause des formats construits, mais c'est des terrains qui sont vraiment très mauvais, donc ils sont dans la catégorie mauvais. Ensuite, d'autres terrains qui sont chers, mais qui eux sont beaucoup plus intéressants, ce sont les Horizon Land, je crois qu'ils s'appellent comme ça. Il y en a 6, donc il y a un cycle complet de Modern Horizon, et puis il y en a un qui existe depuis longtemps. Ils demandent forcément un point de vie pour faire 2 couleurs, une de leurs 2 couleurs, et on peut les sacrifier pour piocher une carte. Je les joue en 2 couleurs uniquement, ces terrains. Ils sont bien, il n'y a pas de souci, mais le fait qu'ils puissent pas s'engager pour du mana sans payer de points de vie fait que quand on les joue en 3, 4 ou 5 couleurs, on commence à avoir beaucoup de terrains qui nous font perdre des points de vie. On a notre Mana Confluence, nos City of Brass, nos Fetchland, plus ou moins nos Shockland. Si on rajoute ceux-là, les Horizon Land et les Painland, on se retrouve à prendre 10, 15, 20 points de dégâts sur une partie juste avec nos terrains pour faire du mana. Du coup, pour moi, ils sont bons en 2 couleurs uniquement, puis ça tombe bien, parce que comme ils coûtent cher, ça permet de limiter un peu la casse. Les Fetchland, les fameux. Alors les Fetchland, évidemment, ils rentrent dans tous les decks. Les Fetchland, c'est une catégorie un peu particulière, donc ils sont pas colorés, ils n'ont pas d'identité couleur, parce qu'il n'y a pas de symbole de mana coloré sur eux.
Donc je peux jouer les 10 fetchlands dans tous les decks, peu importe les couleurs du deck. Mais ça a quand même pas vraiment d'intérêt, parce que ils vont chercher des types de terrains de base que vous ne pourrez avoir dans votre deck que en fonction de l'identité couleur. Les fetchlands, donc on a deux écoles, on va dire. On a l'école qui joue toujours tous les fetch qui peuvent trouver des lands dans leur deck. Par exemple, si je joue un deck bleu et blanc, je peux jouer le fetch bleu et blanc, mais je peux aussi jouer tous les fetch avec au moins une moitié blanche et tous ceux avec au moins une moitié bleue. Par exemple, je peux jouer Misty Rainforest qui est verte et bleue dans mon deck bleu et blanc. Mais elle ira chercher que des îles ou mon Shockland et mon Biland. Donc moi j'ai une règle assez particulière pour les fetch, et ça vous le retrouverez dans la fiche texte qu'il y aura en description de la vidéo YouTube. Je ne joue que les fetch qui peuvent aller chercher mes deux couleurs ou toutes mes couleurs. Je joue pas tous les fetch dans tous les decks. La raison est simple, c'est que là moi je vise pas une mana base forcément ultra compétitive, je vise surtout une mana base qui me fixe très bien. Et jouer un fetch qui n'ira chercher que des îles ou mon Biland, si j'ai déjà mon Biland, ça rend tous les autres fetch d'après très mauvais. Ce sont des basiques qui coûtent des points de vie et qui sont plus lents. En tout cas dans les decks de couleurs. Donc dans les deux couleurs, je ne joue que le fetch des deux couleurs, donc par exemple le Misty Rainforest que dans les decks Simic. Dans les trois couleurs, je ne joue que les fetch des trois couleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cibles en plus, il n'y a que le Triome supplémentaire comme cible. Et au-delà, je commence à envisager les 6, 7 ou 10 fetch. Évidemment, quand on joue compétitif, on va mettre souvent plus de fetch. Et évidemment, si je joue une stratégie autour du landfall ou autour de récursion de terrain, je peux être amené à jouer plus de fetch dans mon deck. Ensuite, on a la catégorie des Filterlands. Alors, je vais les regrouper parce qu'ils sont deux... Ah mince, il m'en manque un. Bon, c'est pas grave. Donc, Darkwater Catacombs. Ça, c'est un Filterland, donc c'est un terrain qui fait aucun mana tout seul, et qui demande pour un incolore de s'engager pour faire 2 mana dans les deux couleurs. C'est des lands que j'aime pas du tout, que je trouve très 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 mauvais. Ils ont été réimprimés dans beaucoup de préco commandeurs, ça vaut plus grand chose, je crois. Donc c'est entre budget et ultra budget, je sais plus. Mais ils sont excessivement mauvais. Le fait qu'ils fassent pas de terrain tout seul, c'est pas bon du tout. Et surtout, ils ont pas de polyvalence. Ils font forcément soit du bleu, soit du noir. Donc là, il me manque un terrain là-dedans. C'est pas grave, je le récupérerai après. Ensuite, on a les Manland bicolores, donc qui arrivent forcément engagés, qui peuvent s'animer pour devenir des créatures avec certaines capacités. Donc par exemple, la bleue, elle a Hexproof. Ils arrivent tout le temps engagés. Moi, je les trouve assez mauvais. Ce sera vraiment pour des stratégies spécifiques si vous jouez avec vos terrains, mais je les joue nulle part. Par contre, ils peuvent coûter cher parce qu'il y en a certains qui sont joués. Comme tu fais remarquer, JD aussi, pour cela, il y en a certains qui valent de l'argent. Les Boonsland. Alors les Boonsland, ils étaient très mauvais à une époque. Ils arrivent en jeu engagé, ils demandent de remonter un terrain dans notre main quand ils arrivent en jeu, et ils font par contre les deux couleurs de mana. Les Boonsland, je les joue maintenant dans certains decks en stratégie spécifique, parce que maintenant il y a beaucoup de MDFC, on a les nouveaux Channel Land, tous ces terrains qui ont de l'utilité en fin de partie, ben, ça nous permet de les remonter pour les jouer comme des sorts. Et du coup ça devient des cartes qui peuvent être très très bonnes en fin de partie pour faire de la carte advantage. En plus de ça, dans certaines stratégies où on doit dégager des terrains, ça permet de faire 2 mana. Donc ils sont pas si horribles que ça maintenant, les Boonsland, je peux les considérer dans certains decks. On approche de la fin, on a les Battleland. Alors les Battleland, pareil, il n'y en a que 5. Ils ont 2 types de terrains de base, et ils arrivent en jeu dégagés si on a 2 terrains basiques en jeu. Donc ceux-là, je les joue uniquement en 2 couleurs. Pourquoi ? Parce que avoir 2 terrains basiques en jeu au-dessus de 2 couleurs, ça commence à devenir très compliqué. Mais par contre, le fait qu'ils soient fetchables les rendent assez bons. On peut même imaginer les jouer en 3 couleurs,
Ça dépend de vous. Moi, je les joue uniquement à ce niveau-là. Mais pourquoi pas les monter d'un cran, parce qu'ils ont des types de terrain et ils peuvent arriver dégagés, contrairement à ceux qui se recyclent. Ensuite, les Painland originels, alors ils sont meilleurs je trouve que les Horizon Land, parce qu'ils peuvent s'engager pour du colorless sans payer de points de vie. Pour autant, je les joue quand même que en 2 couleurs, parce que j'ai largement assez de terrain maintenant pour faire mes decks 3 couleurs, sans avoir besoin de les jouer. Pour les mêmes raisons que les précédents, on veut pas perdre trop de points de vie dans des terrains pour faire nos manas colorés. On aura déjà au moins City of Brass et Mana Confluence, plus les Fetch et les Chocs. Donc ils sont très bien en bicolore. Au-dessus, j'ai tendance à ne pas les jouer. Les Reveal Land, alors eux, ils arrivent dégagés si vous révélez un terrain avec un type de terrain de base de votre main quand vous les jouez. Il y a la moitié du cycle sur Strixhaven, l'autre moitié sur Innistrad. C'est des terrains qui sont pas bons, hein. Ils arrivent engagés très souvent, ils ont pas de type de terrain de base. Moi je les aime pas du tout, c'est comme les Fastland, pour moi c'est la même chose que des Tapland dans 80% des cas. Je ne les joue pas. Alors un cycle que moi j'aime beaucoup, les Tainted, ils font du colorless, mais si vous avez un marais, ils font 2 couleurs, et ils arrivent dégagés. Ils sont uniquement en combinaison avec le noir, donc il y a le noir rouge, noir bleu, noir vert, noir blanc, et je les trouve assez surprenamment bons. On aura très très souvent un marais dans les premiers tours de la partie dans des decks bicolores avec du noir, notamment parce qu'on a des cartes aussi comme Urborg, parce qu'on a nos terrains avec 2 types, et du coup c'est des presque bilands qui sont assez agréables et qui fixent bien notre mana. Je les joue pas au-dessus parce que le fait qu'il faille un marais, ça se fait beaucoup plus facilement en bicolore, mais c'est des terrains que j'aime beaucoup jouer dans mes decks bicolores noirs. Les tout nouveaux Slowland, du coup, qui ont été appelés comme ça, qui arrivent en jeu dégagés si on a 2 terrains en jeu. Pas 2 basiques, contrairement à ceux-ci, 2 autres terrains en jeu. Donc à partir du tour 3, si vous avez posé un terrain chaque tour, ils arriveront dégagés. Moi je les aime beaucoup, je les joue en 2 et 3 couleurs, un peu au même niveau que les Bondland. Alors les Bondland sont meilleurs, hein, de très loin, mais ils font largement le café dans ces decks-là. Ils fixent, ils arrivent dégagés la plupart du temps. Quand vous gardez une main de départ, souvent vous aurez 3 terrains. Donc d'ici là, vous aurez votre tour 3 assuré avec un land dégagé qui fait 2 couleurs. Ils sont pas fetchables, mais je les aime beaucoup, et c'est un petit peu le core build avec tout ce duo de mes decks 3 couleurs. Et puis vient ensuite les Checkland. Alors les Checkland, ils arrivent en jeu engagés si vous ne contrôlez pas de terrain de leur type. C'est-à-dire que si vous, par exemple, ça c'est le rouge-vert, il arrivera dégagé si vous avez une forêt ou une montagne. Et peu importe que ce soit des basiques. Donc ceux-là, ils arrivent en jeu dégagé très souvent aussi. Moi, je les trouve plutôt bons. Mais encore une fois, ils seront meilleurs en 2 couleurs qu'en 3 couleurs. Et j'ai tendance à les jouer surtout en bicolore. On peut imaginer les jouer au-dessus, en 3 couleurs, pareil. Mais ils n'ont pas de type de terrain de base, ça commence à faire beaucoup de terrains non fetchables. Donc moi j'ai tendance à pas trop les jouer au-dessus de 2 couleurs. Et donc il me manque, je rajouterai ça au montage pour la vidéo, les vrais Filterland, qui sont bien meilleurs, hein, qui du coup arrivent en jeu dégagé, font un mana incolore tout seul, et sinon permettent de payer un mana hybride d'une de leurs 2 couleurs, pour faire au choix, par exemple rouge-blanc, vous payez soit un rouge, soit un blanc, pour faire soit 2 rouges, soit 2 blancs, soit un rouge et un blanc. Donc ils sont bien meilleurs que ceux-là, déjà parce qu'ils peuvent s'engager tout seuls pour du colorless, et ensuite parce qu'ils permettent de jouer très facilement des cartes qui coûtent beaucoup de colorés. Par exemple en noir, on a une très bonne carte qui s'appelle Nécropotence, qui coûte 3 noirs. C'est pas une carte uniquement de mono noir, on peut la jouer en bi, en tricolore, on peut même la jouer en 5 couleurs tellement cette carte est excellente. Et du coup les Filterland sont vraiment pas mauvais pour ça, pour aider à avoir nos associations de mana comme on le souhaite. Du coup moi je les joue surtout en 2 et 3 couleurs,
mais en 2 couleurs tout le temps. En 3 couleurs, ça dépend de ce que j'ai d'autre dans le deck. Ils n'ont pas de type de terrain de base. Je les joue en 3 couleurs si j'ai beaucoup de cartes qui sont très mana intensives. Par exemple, j'ai mon deck Calamax, dans lequel je joue la nouvelle Invocation rouge, qui coûte 4 mana rouge. Du coup, je joue des Filterland avec du rouge. Parce que ça me permet de produire mon mana rouge plus facilement. Et je crois que c'est à peu près tout pour, du coup, ma tier list des landes. On fera très bientôt en live, je pense, une tier list des landes utilitaires, parce que c'est pareil, c'est un vrai casse-tête de savoir combien de landes utilitaires jouer, lesquels sont bons, lesquels sont à mon avis des pièges. Donc ça, je referai une petite tier list comme ça une prochaine fois. Ce sera tout pour aujourd'hui, à plus.